La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, a déclaré que la dette mondiale totale des gouvernements a augmenté en 2023 pour atteindre 97 000 milliards de dollars américains, avec l'augmentation de la demande d'emprunt malgré des taux d'intérêt élevés. C'est ce qui ressort de ce rapport publié par la CNUSED qui confirme que la dette mondiale intérieure et extérieure des administrations publiques a augmenté de 5 600 milliards de dollars contre 91 400 milliards de dollars relevés à la fin de 2022. La part des pays en développement dans la dette publique mondiale totale représente environ un tiers du montant, ce qui entrave leur capacité à payer les services publics de base tels que les soins médicaux et l'éducation. L'augmentation de la dette mondiale coïncide avec la hausse des taux d'intérêt, en particulier sur le dollar américain, qui ont atteint leur plus haut seuil depuis 23 ans à 5,5%. Le dollar constituant plus de 70% de la dette totale. Dans ce contexte, il est très utile de rappeler que le montant de la dette fédérale américaine est de près de 35 200 milliards de dollars. Or, ce montant ne constitue en réalité que près de 30% de la dette globale des États-Unis. Ainsi, au moment où l'on parle, la dette globale des États-Unis atteint la somme astronomique de près de 102 000 milliards de dollars, soit près de 400% du PIB américain et 97% du PIB mondial. Si l'on rajoute l'ensemble des actifs et des engagements en bourse qui sont également des dettes, on arrive à près de 315 000 milliards de dollars, soit 1200% du PIB du pays et près de 290% du PIB mondial. Alors, comme l'avaient annoncé plusieurs analystes de marchés financiers il y a quelques mois, le prix de l'or ou le prix de l'once d'or a dépassé les 2 550 dollars, enregistrant un record historique après une série de hausses sans précédent. Les mêmes spécialistes prévoient une tendance à la hausse qui va se maintenir dans les prochaines semaines. En effet, selon eux, la situation économique mondiale pourrait facilement propulser l'or bien au-dessus de 3 000 milliards de dollars l'once. Ceci rappelle à bien des égards la situation du monde en 1929 suite à la Grande Dépression économique. Selon un rapport de l'OCDE en 2023, l'Afrique devrait atteindre une croissance moyenne du PIB de 3,5% et compter 5 des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde. Le taux de croissance de l'Afrique sera supérieur à la croissance mondiale estimée à 3,1% et devrait atteindre les 4% en 2025, contre 3,2% au niveau mondial. Le facteur démographique est déterminant pour atteindre ces perspectives de croissance. En effet, la croissance de la population en âge de travailler devrait doubler d'ici 2050 et représenter 86% de l'augmentation totale de la population mondiale. Les progrès économiques durement accomplis par le continent africain au cours des 20 dernières années, qui sont essentiels pour relever le niveau de vie, doivent être consolidés à tous les niveaux afin de minimiser les obstacles qui empêchent leur épanouissement. En effet, les niveaux élevés de dette publique et l'incertitude qui entoure l'aide internationale limitent les possibilités d'encourager la croissance par de vastes programmes d'investissement public. Pour que ces pays enregistrent une reprise solide et évitent la stagnation économique, le secteur privé devra contribuer davantage au développement économique. Les infrastructures, tant physiques, routes et électricité que sociales, santé et éducation, constituent un domaine dans lequel le secteur privé pourrait s'impliquer davantage. Les besoins en développement infrastructurel sont immenses en Afrique, de l'ordre de 20% du PIB en moyenne d'ici la fin de la décennie. Alors, comment les financer? Toutes choses étant égales, par ailleurs, les ressources proviendront en premier lieu d'une augmentation des recettes fiscales, à laquelle s'emploient déjà la plupart des gouvernements. Mais, compte tenu de l'ampleur des besoins, il faudra mobiliser de nouvelles sources de financement auprès de la communauté internationale et du secteur privé. Le continent africain regorge d'occasions pour les investisseurs privés. Sa population est jeune et de plus en plus nombreuse. Les ressources naturelles y abondent. Ces villes enregistrent une croissance massive
Qui plus est, de nombreux pays ont lancé des initiatives à long terme en vue de leur industrialisation et de leur transformation numérique. Cependant, des investissements et des innovations considérables seront nécessaires pour libérer tout le potentiel de la région. Selon les travaux publiés récemment par les services du FMI, d'ici la fin de la décennie, le secteur privé pourrait apporter chaque année des financements supplémentaires en faveur des infrastructures physiques et sociales équivalent à 3% du PIB de l'Afrique subsaharienne. Cela représente environ 50 milliards de dollars par an sur la base du PIB de 2020 et près d'un quart du taux d'investissement privé moyen dans la région qui est aujourd'hui de 13% du PIB. Le rôle restreint des investisseurs privés en Afrique est également manifeste sur le plan international. Le continent n'attire que 2% des flux mondiaux d'investissement direct étrangers. En outre, ces rares investissements se concentrent sur les ressources naturelles et les industries extractives, et non sur la santé, le réseau routier et ferroviaire, l'énergie, les industries de transformation ou de l'eau. Alors, pour parler de tous ces enjeux majeurs sur le futur proche de l'économie africaine et mondiale et leurs impacts sur les dynamiques de développement dans le continent africain. J'ai le plaisir de recevoir depuis Bouira, en Algérie, Akli Moussouni, expert algérien en politique agricole, directeur des programmes du cabinet CI Expert à Alger. Akli Moussouni, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour monsieur, c'est un honneur pour nous de participer à votre enquête, hein. Ce que j'ai entendu, c'est carrément une enquête, effectivement, mais de toute façon, nous, on ne peut que se limiter à l'Afrique, hein, Oui, et ça reste le nœud gordien de la situation actuelle dans le monde. d'accord. Alors, avant d'arriver justement à l'Afrique elle-même, j'aimerais bien quand même qu'on insère ces dynamiques de développement dans le contexte international. Alors, au cours de l'année 2024, Monsieur Moussouni, près de 10 000 milliards de dollars de bons du Trésor américain arriveront à échéance, ce qui représente près de un peu plus, un- presque 30% de la dette des États-Unis fédérale, hein. Le gouvernement américain donc enregistre un déficit actuel de 1 000 milliards de dollars par trimestre. Par conséquent, d'ici la fin de 2024, la Fed est tenue de mettre sur les marchés près de 13 000 milliards de dollars, entraînant une augmentation de la masse monétaire et peut-être même, voire parce que sur de l'inflation à des niveaux historiques. Alors, de ce point de vue, rappelons que le 15 août 1971, lorsque le président des États-Unis à l'époque, Richard Nixon, décida de tuer les accords de Bretton Woods en découplant l'or du dollar, une once de dollar d'or de 31,1 grammes d'or, donc du métal jaune, valait 35 dollars avant d'atteindre les 2550 dollars le 19 août 2024, soit une augmentation de plus de 6600%. Alors, Monsieur Moussouni, pourquoi le prix de l'or n'arrête pas de flamber d'abord? Devrait-on saluer le remarquable ascension du prix de l'or ou plutôt considérer l'effondrement de la valeur du dollar? Et puis, comment les pays africains producteurs de matières premières stratégiques pourraient valoriser leurs richesses naturelles et créer des monnaies nationales à même de les aider à lancer des politiques de développement à marche forcée? Ben, d'après ce que nous voyons, c'est que à partir du moment où les tensions géopolitiques qui ont commencé à partir des années 70, et vous dites qu'effectivement, l'once d'or valait 35 dinars et actuellement Dollars, 35 2560 dollars. dollars, oui, 2000, pardon, 2550 dollars en 2024, une augmentation de 6500 ou bientôt 7000%, ce qui pose problème, bien entendu, au fait que l'or, d'une part, est devenu une monnaie de refuge, hein, Mhm. monnaie refuge, et d'autre part, nous assistons certainement à une diminution de la valeur du dollar. Mais en ce qui concerne l'Afrique,
À notre avis, le problème est le même, puisque les réserves de l'Afrique ne dépassent pas 2% des réserves mondiales. Il n'y a que quelques pays africains qui en disposent d'une partie signifiante, telle que l'Algérie, par exemple, qui a à peu près 140 tonnes, je crois. Mais le reste de l'Afrique n'en dispose pas. C'est à peu près 0,4 grammes d'or par habitant, ce qui est Mhm. insignifiant par rapport aux 1,5 milliard d'habitants que compte l'Afrique. Et puis, Mhm. l'effondrement du dollar, là aussi, n'est pas tout à fait une aubaine dès lors que les pays africains exportent leurs richesses naturelles pour survivre et que la Bien sûr. diminution du dollar également Pose un énorme problème. ne serait pas une planche de salut. Mhm. Donc, le problème de l'Afrique, il est plutôt africain, il est spécifique à l'Afrique. Et pour sortir de cette situation, ils doivent adopter des programmes de développement qui doivent s'inscrire exclusivement dans des stratégies nationales et interafricaines parce il faut exploiter la complémentarité entre ces pays et cette complémentarité peut servir d'appui et peut servir de levier à une nouvelle renaissance de l'Afrique. Mais attention, l'Afrique, du fait qu'elle n'a pas planifié ses productions, elle n'a pas normalisé ses marchés, elle s'est retrouvée dans des goulots d'étranglement qui entravent la réussite de tous les programmes qui ont été engagés jusqu'alors. Ce qui fait que l'Afrique continue de traîner les pieds. Et puis aussi, il y a un autre problème, c'est que l'insuffisance des ressources humaines, pas en termes de nombre, mais en termes de formation, Et de elle s'est compétences. conjuguée, oui, de compétences, elle s'est conjuguée à la faiblesse des méthodes et des outils de programmation lancés par rapport au peu de programmes qui ont été engagés en interne. À cela s'ajoute une insuffisance de synergie entre les programmes qui ne peuvent que s'inscrire dans la complémentarité, malheureusement, et l'absence ou le manque de coordination et de communication institutionnelle et sectorielle. Ce qui complique encore la situation, c'est que l'interafricanité a besoin aussi d'outils, a besoin d'une vision, a besoin d'une entente, d'une union qui puisse mettre en place cette interafricanité. Il y a aussi un autre problème, et non des moindres, c'est que les groupes socio-économiques n'ont pas été identifiés, ni leurs difficultés sont connues, ce qui ne peut pas permettre d'évaluer leurs besoins et leurs attentes. Mhm. Et tout ça devrait déterminer des diagnostics édifiants qui, pour le moment, ces diagnostics ne peuvent pas être réalistes. Outre ces insuffisances, les mécanismes, il y a les mécanismes, outre ces insuffisances, il y a la méconnaissance du potentiel de ressources humaines, Mhm. du potentiel naturel à valoriser pour concevoir des stratégies fiables et améliorer les conditions de vie des populations. Si on ne connaît pas ces potentialités, on ne peut pas évaluer leurs possibilités d'évolution. On ne peut que continuer à entretenir des programmes qui n'apportent pas grand-chose à la lutte contre la pauvreté. Et D'accord. aussi, et là, je termine par rapport à cette question de l'influence de cette effervescence mondiale sur l'Afrique. C'est qu'on ne peut pas engager une entreprise de développement à marche forcée lorsque les plans de développement ne prennent compte que très rarement des considérations des ressources locales qui encore restent à déterminer. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, euh, l'idée des pays africains membres, justement, pour aller dans ce sens de ce que vous avez évoqué, c'est très important, les questions de stratégie commune et d'objectifs communs et comment mutualiser toutes les ressources en même temps. Alors, l'idée des pays Oui. africains membres de la zone du franc CFA de sortir de cette organisation monétaire date de plusieurs années sans qu'elle ait abouti à une quelconque action concrète.
Mais néanmoins, la décision des trois pays du Sahel, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, de créer une monnaie commune dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, remet avec force sur la table cette question qui vient de recevoir un énorme soutien avec l'élection du panafricaniste Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République du Sénégal. Alors, le fonctionnement du franc CFA repose sur quatre principes, dont la garantie de convertibilité du franc CFA par la France et le taux de change fixe entre le franc CFA et l'euro, la centralisation des réserves de change des pays africains au niveau du trésor français à 50%, et dans les comptes, donc dans des comptes ouverts au nom des banques centrales régionales de la zone franc CFA. Alors, Akli Moussouni, le fait d'avoir indexé le franc CFA à l'euro, donc sur le dollar, in fine, et fixer administrativement son taux de change, qui est actuellement à 655 francs CFA pour un euro, sur fond de convertibilité dollar, n'a-t-il pas favorisé le pillage de ces pays africains au profit de la France et de l'Europe? Et donc, et dans ce cas, est-ce que la démarche des pays du Sahel est souhaitable, est justifiée et souhaitable? Oui, bien entendu, un jour ou l'autre, il faut bien avoir sa monnaie. Mais toutefois, on doit être prudent par rapport à ces initiatives dont l'équation n'est pas facile à résoudre. Pourquoi? Parce que rien qu'en parlant de l'Union africaine, on doit savoir que déjà, l'Union européenne commence à montrer ses limites à partir du moment où l'Europe Absolument. en est s'est unie à la soviétique et lequel soviétisme a fait faillite. Mhm, Et donc, l'Europe, elle s'unit, mais en même temps, elle unit ses contradictions, ce qui fait que actuellement l'euro pose problème, notamment avec cette émergence du BRICS. Donc, la fragilisation de la politique agricole commune européenne on est un exemple édifiant de cette union qu'on n'arrive vraiment pas à exploiter pleinement. Aussi, l'euro, en restant dans l'euro, qui lui-même, c'est un appendice du dollar, lui-même va prendre progressivement les coûts de la défaillance, de la monopolisation des échanges internationaux avec l'avènement du BRICS. Le franc CFA, qui est lui-même indexé au franc français, puis réindexé sur l'euro par rapport au fait que le franc a disparu, sera sacrifié à son tour par rapport à ces événements du monde, ce qui fera que cette renaissance africaine, dont les contours aussi restent à déterminer, doit être, je ne sais pas, doit faire partie d'une vision prudente. mhm. La guerre en Ukraine, d'ailleurs, elle a démontré, contrairement aux idées reçues, que l'union ne fait pas toujours la force. Lorsque cette union cumule des contradictions, comme je dis voir le cas de l'Europe, Oui, les oui. contradictions entre les nations africaines n'est pas négligeable. Et puis, elle est en perpétuelle, ces contradictions dans ces unions, comme l'Union européenne, est en perpétuelle guerre de tranchées avec l'Union des États. Mhm, Donc le problème, attention, avoir sa propre monnaie, c'est une bonne chose, mais attention, l'Afrique, à l'aube de cette nouvelle renaissance, doit construire son union envers de nouveaux partenaires en limitant ses propres contradictions. Et on peut dire aussi que l'Afrique, elle s'est retrouvée à la croisée des chemins mhm. en accusant manifestement un manque flagrant de possibilités d'évoluer, ce qui laisse peu d'alternatives quant aux solutions à recommander dans l'immédiat. Et aussi, il y a le développement humain, le développement économique et le développement technologique, qui demeure un défi à relever par les États africains s'ils comptent s'orienter vers des objectifs millénaires, Mhm. pour la simple raison que les politiques de développement
doivent être engagés objectivement et rationnellement, alors qu'en Afrique, la planification des productions, les stratégies, les chaînes de valeur, tout ça, ça reste des concepts qui n'ont pas encore vu le jour. Et c'est ce qui, justement, accentue la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des productions étrangères. Il D'accord. y a aussi, il y a aussi, je peux rajouter quelques points, la transformation des sanctions subies par la Russie en croissance économique sans précédent est un cas édifiant d'une mutation miraculeuse à méditer. Mais Ouais, ouais. est-ce que l'Afrique, avec l'indexation du franc adoptée par les 16 pays à l'euro, puis au franc français, puis à l'euro, le 19 janvier 1999, est-elle en mesure de développer des outils qui puissent la faire sortir de sa dépendance économique et incarner sa souveraineté vis-à-vis de la France, pays ancienne métropole, mais aussi en dépendant actuellement de toute l'Europe. Les pays qui ont exprimé justement le désir de s'émanciper de cette monnaie, comme le Sénégal, le Niger, je crois, un certain nombre de pays que vous avez cités, Oui, le dans le Mali, le contexte Burkina Faso. Burkina Faso, dans le contexte actuel, est une équation difficile s'il n'envisage pas de construire d'abord des économies basées effectivement sur la production de richesses en mesure de faire fonctionner cette nouvelle économie. C'est là justement que ces nouveaux partenaires de l'Afrique, par de la Chine, de la Russie, etc., c'est là qu'ils puissent s'impliquer dans une entreprise, certes complexe, mais de longue haleine, mais de s'impliquer notamment pour aider ces pays justement à construire cette nouvelle monnaie. D'accord, c'est clair. Alors là, justement, on passe à un autre problème, c'est qu'au milieu de la plus forte hausse des taux d'intérêt mondiaux depuis 4 décennies, les pays en développement, notamment africains, ont dépensé donc un montant record de 43,5 milliards de dollars pour assurer le service seulement de leur dette extérieure publique et garantie publiquement donc, en 2022 selon le dernier rapport sur la dette internationale de la Banque mondiale. Alors, le coût global du service de la dette des 24 pays les plus pauvres devrait augmenter en 2023 et 2024 jusqu'à 39%, selon le même rapport. Alors, Akli Moussouni, d'après ce que vous venez de développer justement dans la question précédente, l'augmentation des coûts à détourner des ressources rares des besoins essentiels tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie et les infrastructures que devraient faire les pays africains pour déchirer la camisole de force donc qui les maintient dans le sous-développement. Et prendre en vol la dynamique de développement proposée par les BRICS serait-il la solution idoine pour l'Afrique et comment? Eh bien, eh bien, comment? Oui, c'est une question pertinente. Mais il faut qu'on sache que dans ce contexte mondial qui est incertain, cette camisole de force s'est exprimée dernièrement par le manque ou l'absence totale de la sécurité alimentaire des pays africains, au-delà Absolument. de l'abandon des programmes de développement et tout ce qui s'ensuit à contrepartie du paiement des services de la dette. C'est une question cruciale, c'est une question existentielle qui doit se poser au plus haut niveau des États africains, la sécurité alimentaire. Donc, comprendre les 4 dimensions clés de la sécurité alimentaire, ce n'est pas le fait uniquement de manger, mais l'analyse de la sécurité alimentaire est un impératif incontournable pour faire évoluer la situation de dépendance des productions étrangères qui ne peuvent être acquises qu'en contrepartie des exportations des richesses du sous-sol. Ça veut dire qu'on doit vendre des Et puis, minerais brut, non transformé, bruts, le plus grave. exact, vendre des minerais pour importer de l'alimentation, c'est ce qui caractérise le sous-développement d'une nation. Donc, cet état de fait, il s'ajoute à la faiblesse du pouvoir d'achat des populations. Ça veut dire que même si on fait l'effort de produire, est-ce que le consommateur a l'accès facilement pour s'alimenter? Est-ce que cette alimentation est saine? Est-ce qu'elle est suffisante
à partir du moment où on n'a pas construit des marchés normalisés. Mhm. Est-ce que cette alimentation peut contribuer au développement du marché en tant que consommateur? Donc, lorsqu'on ne consomme pas, on ne peut pas développer de marché et on ne peut pas agir dans un environnement sain. Toutes ces exigences de la sécurité alimentaire entraînent toute une économie qui fait que s'alimenter, avoir un pouvoir d'achat, pour avoir un pouvoir d'achat, il faut développer tous les métiers, toutes les activités pour que le consommateur ait accès à l'alimentation, ce qui n'est pas le cas. Dans la plupart des cas, toute l'alimentation est subventionnée et on ne peut pas parler de sécurité alimentaire. Là, c'est un premier problème. Le deuxième problème consiste à la problématique en elle-même du sous-développement du continent africain qui ne peut être traité qu'à travers des constructions de chaînes de valeur. Parce qu'il ne suffit pas uniquement de dire que nous payons les services de la dette, mais on n'a rien fait pour exploiter des richesses, pour exploiter des potentialités locales, agricoles et non agricoles, et mettre en place des chaînes de valeur en sauvegardant la vocation des territoires et les savoir-faire collectifs qui existent. Aussi, la salubrité des écosystèmes qui est très fragilisée en Afrique ne peut pas être envisagé à travers le recyclage des déchets et des résidus seulement. Il faut que non seulement ne pas exporter des richesses brutes, mais en plus, même les déchets doivent être réutilisés, recyclés pour faire de la contrainte environnementale une opportunité économique. Il y a aussi, on peut rajouter 2 points ou 3 qui sont importants par rapport à cette situation, ce qui fait que la vision du BRICS, selon notre compréhension, est une émancipation économique par rapport à un contexte mondial développé et réglementé par l'Occident, mais par exemple, adhérer à cette organisation pour régler ces problèmes, euh, on, on, ce n'est pas aussi simple parce qu'il n'y a pas de solution miraculeuse. Même dans ce cas, la faiblesse de la productivité des pays africains, le retard technologique et économique ne peut pas être, ne peut pas être d'une planche de salut lorsque ces retards, ces manques de technologie constituent un goulot d'étranglement. Mhm. Et ce qui fait que il faut absolument conjuguer le développement interne de ces pays à toute adhésion avec des partenaires étrangers. D'accord. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette situation. Donc, justement, pour continuer, nous avons juste 2, 3 minutes qui nous restent pour la première partie de l'entretien. L'Afrique contribue pour environ plus de 3% au produit intérieur brut au niveau mondial, mais ne dépense que 0,4% des sommes donc, consacrées à la recherche et au développement. Donc, le continent abrite 18% de la population mondiale, mais ne fournit qu'un peu plus d'1% des chercheurs scientifiques de la planète. Et il compte environ un Oui, scientifique ou un ingénieur pour 10 000 habitants, alors que les pays industrialisés développés en comptent de 20 à 50. Alors, comment voyez-vous la coopération africaine avec les pays des BRICS, notamment la Russie et la Chine, dans ce domaine clé pour localiser la jeunesse africaine en lui offrant des emplois hautement qualifiés et promouvoir les industries de transformation sur place? 2 minutes à trois, oui, s'il vous plaît. oui. Inscrire cette adhésion avec objectivité, ça veut dire que il faut l'inscrire pour des objectifs de développement durable, lesquels objectifs de développement durable ne peuvent pas être atteints sans la connaissance, sans l'information des acteurs locaux, et donc pour renforcer leur capacité productive. C'est une jeunesse qui, malheureusement, n'est pas prise en charge. Et pourtant, c'est une jeunesse qui peut intervenir avec des outils d'accompagnement, des initiatives individuelles ou communautaires, avec un esprit participatif centralisé, elle peut faire quelque chose. Mhm. Donc, la coopération scientifique ne doit pas être marginalisée dans cette approche pour une Elle meilleure doit être même projection des le moteur de la possibilités. sans sciences et Exact, technologies et formation, c'est pas possible.
Exact. Parce que tout simplement, vous savez qu'on n'arrive même pas à évaluer avec l'information, peu d'informations qu'on a, évaluer les marchés, leur capacité d'absorption, évaluer les possibles circuits de commercialisation. Et l'ensemble de cette évaluation, qui nécessite une expertise, est un autre frein à cette initiative. Et puis, il y a aussi le manque d'idées dans les domaines de la production, les forts goulots de tremblement de terre est un fort goulot de tremblement de terre qu'il y a lieu de colmater pour faire face à un manque d'innovation technique et de dynamisme. Il y a des secteurs comme le potentiel écotouristique inexploité, les sites naturels, les vues panoramiques, tout ce qui s'ensuit, les spécialités culinaires, la faune sauvage qui regorge en Afrique, l'agriculture biologique, sont autant de secteurs qui peuvent s'intégrer avec la femme dans l'économie productive, qui malheureusement reste inexploitée pour cause justement qui n'ont pas été étudiées. Donc, toutes ces opportunités doivent être développées avec un transfert de technologie et une formation, et laquelle formation peut être engagée, soit à travers des projets, soit à partir des bourses d'études, soit à travers des orientations, soit à travers la mise en place de mécanismes. C'est toute cette panoplie de transfert d'informations, etc., qui peut contribuer dans une large mesure à cette coopération. Alors, en 2025, M. Moussouni, les projections tablent sur une croissance réelle de 4% en Afrique, devant l'Amérique latine et les Caraïbes 2,5%, et juste derrière l'Asie en développant 4,8%. Pourtant, cette croissance économique ne génère pas suffisamment de gains de productivité et reste donc trop peu créatrice d'emplois de qualité. Et puis, on a les déficits de compétences. On sont l'une des principales raisons. C'est en effet en partie à cause des pénuries de main-d'œuvre qualifiée, notamment dans des secteurs comme l'agroalimentaire, l'énergie, les technologies avancées, que l'investissement privé sur le continent africain n'atteint pas son plein potentiel. Parce que l'offre d'une main-d'œuvre qualifiée est incontournable pour asseoir une transformation productive naissante en Afrique et permettre la création d'emplois de qualité et à grande échelle. Alors, selon vous, quelles sont les stratégies à suivre pour juguler ce problème? Que peuvent apporter les universités et les entreprises des BRICS, notamment russes, dans ce domaine? Justement, j'avais anticipé tout à l'heure sur votre dernière Absolument. question par rapport à cette formation. Oui, ça reste pertinent. C'est toujours un problème. Le savoir-faire, il est à la base de tout. Eh bien, l'absence de qualification et de formation des jeunes fait que dans la plupart des zones rurales, les communes dépendent de leur existence exclusivement des maigres subventions continuelles de l'État, alors que le chômage bat des records en compte, à contre-courant du fait que naturellement, beaucoup d'opportunités demeurent vierges et n'ont pas été développées. Eh ben, pour avoir sous-estimé ou ignoré les créneaux économiques porteurs en l'absence justement d'information et de formation, l'offre d'emploi est conséquente, elle est très très maigre, ce qui fait qu'on assiste à une immigration des jeunes du fait que même au niveau des instituts de recherche, la recherche n'est pas valorisée, la croissance, la production et tout ce qui s'ensuit restent, disons, des domaines que la recherche n'a pas pris en charge. La recherche demeure académique et puis sur le terrain, on n'incite pas à développer le savoir-faire pour manipuler l'outil, pour développer des chaînes de valeur et tout ce qui s'ensuit, ce qui fait que même pour l'expertise, l'Afrique a toujours fait appel à des personnels étrangers qui eux-mêmes ne sont pas vraiment réellement formés du terrain pour proposer des idées
qui peuvent apporter des contributions significatives. Mais le problème, c'est que on attribue des bourses d'études à l'étranger et dans bien des cas, ceux qui partent en formation à l'étranger ne reviennent pas. Des stages pratiques parfois qui ne sont pas suivis d'effets. La formation in situ dans des projets, il n'y a pas eu parce que les projets sont maigres. C'est tout ce qui fait que la formation, l'information restent les domaines très maigres et ils doivent constituer la base justement de cette nouvelle coopération. D'accord. Alors, l'Afrique est en outre la région du monde à la part d'emplois informels, malheureusement, la plus élevée du fait de la lenteur de sa transformation productive. Donc, d'après les estimations, elle s'y élève actuellement à 82%, contre 56% pour l'Amérique latine et les Caraïbes et 73% pour l'Asie en développement. Alors, en Afrique du Sud, par exemple, le pays où cette part d'emploi informel est pourtant faible de 76%, des employeurs déplorent avoir du mal à recruter les talents dont ils ont besoin. Alors, Monsieur Moussouni, que faire pour Oui. extraire l'économie africaine de ce concert ou à ce concert de l'économie informelle et ramener toutes les compétences, mais pas que les compétences, mais aussi les fonds et les moyens dans le circuit légal. Par rapport aux chiffres que vous venez de donner, nous doutons de leur véracité parce que quand on parle d'un secteur informel inconnu, on évalue mal son importance. Absolument. On ne peut pas vraiment maîtriser ce qui s'y passe. Par rapport au contexte algérien que nous connaissons parfaitement, on y vit, on est là. Ben, depuis le passage des années 80, durant les années 80, de l'économie planifiée étatique à l'économie de marché, euh, apparemment, et puis d'après ce qu'on on a vu, euh, il n'est pas exagéré de dire qu'il était anarchique. On a fait appel à des porteurs de projets privés et aux nouveaux privés issus de l'entreprise publique privatisée sans aucune planification. Ce qui fait qu'actuellement, cette situation a fait que le secteur informel, qui représente, selon la littérature, entre 37 et 40% de l'économie nationale, et il touche pas moins de 15 secteurs d'activité, fait qu'il a imposé une deuxième monnaie par rapport à la monnaie officielle en lui donnant une valeur de 65% supérieure à la valeur de la monnaie officielle. Cette C'est-à-dire, situation, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que voilà, vous pouvez un peu on a plus un euro. détailler, s'il vous plaît? Et oui, par exemple, on a un euro, monnaie change, un change informel qui coûte 241 dinars à ce jour. Et la valeur de l'euro au niveau de la banque, c'est 148 dinars. Ce qui fait que les gens qui ont de la monnaie étrangère, ça les arrange. Et les gens qui veulent, par exemple, importer, ça peut les arranger par rapport à la valeur de la banque. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas valable parce qu'ils doivent débourser 241 dinars pour avoir un euro. Vous Ouais. voyez, c'est un cancer qui a effectivement infecté la quasi-totalité des économies africaines en particulier. Et il s'est inscrit dans la durée du fait que même les aides de l'État aux producteurs locaux vont indirectement aux productions étrangères. Tandis que le peu C'est-à-dire? d'IDE, ça veut dire que l'État subventionne des productions algériennes, par exemple ici dans le cas de l'Algérie, mais comme les producteurs sont subventionnés d'une manière anarchique, la productivité reste faible, ce qui fait non seulement on subventionne, mais en même temps on importe ce Ah, qu'on a d'accord. subventionné en Algérie. Et si on peut revenir aux chiffres, on importe pour 10 milliards à 12 milliards de dollars
annuellement. Et le montant de la subvention, il dépasse les 50% de ce montant. Vous voyez, plus on subventionne et plus on importe. Donc, c'est un concert qui continue justement d'interdire toute possibilité d'engager des politiques de développement universel. Et c'est une situation qui perdure depuis l'indépendance. Et pour cause qu'on n'a jamais obligé les opérateurs économiques à formaliser leurs affaires en contrepartie du soutien de l'État. L'État, il avait des possibilités, des outils pour imposer cette formalisation des affaires, mais malheureusement, pour des raisons que nous ne connaissons pas, on continue à entretenir indirectement cet état de fait qui interdit justement et objectivement toute idée de mettre en place une économie universelle émancipée. Voilà. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais passer de données parce que comme c'est des pays que votre description est très rigoureuse, on ne peut que vous l'accorder. Mais pour développer et lancer des dynamiques, comme il y a pas assez de moyens, il est nécessaire de choisir des secteurs qui, une fois lancés, peuvent provoquer un effet d'entraînement, une dynamique d'entraînement à d'autres secteurs de l'économie. Et pour ça, j'aimerais donner l'exemple de la construction de la centrale nucléaire d'Adhaba en Égypte, qui est le fruit d'un accord signé en 2015 entre les géants russes, entre le gouvernement égyptien et le géant russe de l'atome, Rosatom. Alors, la centrale comprend 4 réacteurs d'une puissance de 1,2 gigawatts chacun, soit une capacité totale de 4,8 gigawatts. La Russie financera environ 85% du coût de construction du projet nucléaire d'Ardabaa qui s'élève à 30 milliards de dollars. Elle fournira un prêt de 25 milliards de dollars en vertu d'un accord de financement signé entre le ministère des Finances d'Égypte et celui de la Fédération de Russie. Et le prêt est remboursable sur une période de 22 ans à un taux d'intérêt de 3% par an. On a les 15% restants seront collectés par l'Égypte auprès d'investisseurs privés. Alors, cette vision-là, outre l'Égypte, d'autres pays africains ont signé ces dernières années des accords de coopération dans le nucléaire civil avec la Russie, comme le Rwanda, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Mali, le Burkina Faso. Et cependant, il y a un autre domaine donc, scientifique et technologique qui fait rêver la jeunesse africaine, plus que toute autre chose dont la Russie est pionnière, c'est la conquête spatiale et ces grandes figures emblématiques comme Yuri Gagarin ou Valentina Tereshkova, le premier homme et la première femme à sortir dans l'espace dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, Akli Moussouni, au-delà de la production électrique, le nucléaire civil euh, peut-il être une locomotive de développement pour l'économie africaine, notamment dans les secteurs de la science et des hautes technologies? Et puis, comme les hautes technologies de l'espace, du spatial. Et que dire à certains médias occidentaux qui voient d'un mauvais œil cette coopération avec la Russie et plus tard, certainement, nous l'attendons avec les pays des BRICS, notamment la Chine, l'Inde et l'Iran. Vous voyez, c'est un secteur qui ne relève pas de notre rayon, hein. On ne peut parler de ça qu'en tant que citoyen par rapport à ce à quoi nous assistons. Tout de même, en parlant des secteurs qui peuvent entraîner d'autres secteurs, bien entendu que le secteur de l'énergie, il est à la base de toute activité, à la base de toute dynamique, quand on sait que l'économie n'est que la transformation de l'énergie. Mhm, Dixit Charles Gave, hein. mhm, Donc, la transformation de l'énergie, elle est absolument incontournable pour développer toute activité. Donc, ce à quoi nous assistons en Égypte, euh, je pense que il n'y a pas eu de précédent de ce type de coopération. C'est vraiment important, mais
D'autant plus que le nucléaire civil est redevenu une source capitale enviable, dès lors que l'Allemagne, par exemple, sous la pression des écologistes, a abandonné cette source. Et puis dernièrement, avec la guerre de l'Ukraine, elle est revenue pour remonter ses anciennes usines de Le traitement, charbon. de fabrication d'électricité avec du charbon, qui font 25 fois la pollution contre laquelle les écologistes ont lutté depuis plusieurs années. Ça veut dire que l'éolien en particulier, en tant qu'énergie renouvelable, pose problème par rapport à la quantité d'énergie dont a besoin l'industrie, l'automobile et tout ce qui s'ensuit. Toutefois, toutefois, il ne faut pas oublier les événements de Tchernobyl et de Fukushima au Japon. L'accident des centrales qui ont pu vraiment faire tache d'huile, non seulement en termes de sécurité sur la santé, mais c'est un danger perpétuel si on ne tient pas compte de ce danger pour mettre ces installations dans les pays africains qui ne fabriquent même pas des marteaux. Vous voyez la différence, c'est que si la Russie envisage de mettre en place des centrales nucléaires en Afrique, à notre avis, il faut bien qu'elle-même s'en charge pendant au moins une décennie pour que ces Absolument. centrales C'est ce qui est prévu. C'est exactement ce qui est prévu. La Russie va former les ingénieurs et les techniciens. Elle va fournir toutes les unités nécessaires pour la maintenance des centrales nucléaires, la maintenance de tous les circuits nécessaires, soit le circuit primaire ou secondaire, les assemblages combustibles, comment démonter un assemblage combustible, le mettre dans une piscine froide pour qu'il n'y ait pas de radioactivité qui s'échappe. Tout ça, elle va former les gens et elle va d'abord assurer l'exploitation exactement pendant une dizaine d'années de ces centrales nucléaires avant de donner la main à une main-d'œuvre locale. parce que les pays qui disposent de cette technologie se comptent sur le bout des doigts. Et on ne va pas nous dire que dans quelques jours, l'Afrique peut devenir une Ah, puissance c'est sûr, nucléaire. c'est Là. certain. C'est certain, mais c'est Ça, moi la question, pourquoi je l'ai pris comme un exemple, parce que il faut voir, d'ailleurs, vous l'avez déjà commencé à l'expliquer, parce que ce qui est vendu actuellement aux Africains, notamment dans les COP 21, 22, 23, 27, 30, et je ne sais combien, c'est qu'ils peuvent aller dans les énergies renouvelables et avoir assez d'énergie pour mener des politiques de développement alors qu'ils n'ont rien dans ces pays. Il n'y a rien comme industrie, il n'y a rien comme infrastructure. Et ce sont des énergies qui ne pourront jamais permettre un tel développement. Mais pourquoi? Parce que une calorie du nucléaire, ce n'est pas la même chose qu'une calorie du solaire. Ce n'est pas la même chose. Et puis, la dynamique économique qui est entraînée, ce n'est pas la oui. même chose. Et donc, moi, c'est que je voulais justement apporter cette chose comme un effet de levier. Comment un projet, comme les pyramides, par exemple. On dit que c'est l'Égypte qui a Oui. construit les pyramides, mais pour moi, quand on regarde, moi aussi j'ai eu une formation d'ingénieur comme vous, quand on regarde, en réalité, ce sont les pyramides qui ont construit l'Égypte. Parce que les pyramides, Absolument. il a fallu beaucoup de main-d'œuvre qualifiée, d'architectes, d'ingénieurs, d'artisans et tout. Et une fois les pyramides construites, tous ces gens-là sont repartis chez eux et ils ont construit l'Égypte avec tout le savoir qu'ils ont acquis. Il y a aussi, là je rajoute un point, par exemple, quand on parle du nucléaire, c'est qu'il est victime des politiques environnementales qui, qui ne peuvent pas, qui ne, à nos yeux, ce sont uniquement des politiques, mais qui n'ont jamais prouvé ce qu'ils pensent. Par exemple, la décarbonation du climat pour réduire les effets du climat sur l'environnement, pour réduire la chaleur du climat, réduire de 1 degré 2030. On a du mal à croire à ça parce que les rejets de gaz dans l'atmosphère, les rejets humains, ne dépassent pas 0,04
0,002%, que le carbone dans l'atmosphère représente à peine 0,04%. On ne pense pas que cette histoire de décarbonation va réduire les changements climatiques. Difficile à prouver. Et c'est devenu une sorte de religion qui fait que, à partir de là, Absolument. donc on élimine le nucléaire et tout ce qui s'ensuit, on reste toujours dans une bulle incertaine et que l'incertitude va Exactement, aussi par Monsieur rapport à Moussoni, vous me donnez une autre idée que j'aimerais partager avec vous et avec nos auditeurs, comme un autre projet, grand projet pour tous les pays africains. Prenons par exemple les pays du Sahel. Nous avons l'Algérie aussi, on peut le considérer comme pays du Sahel, parce qu'elle a une profondeur dans cette région-là. C'est une région désertique, c'est un continent désertique. Pourquoi, pourquoi ne pas le prendre comme un défi pour le terraformer et le verdir, le transformer en des espaces agricoles verts, dans des espaces verts et pour ça, en tant qu'expert en agriculture, c'est une région qui a besoin de CO2. Sinon, sans CO2, il n'y aura pas il y aura pas d'agriculture qui va pousser. exactement, sans CO2, il n'y aura pas d'agriculture. Mais toutefois, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Au sud, l'évapotranspiration, par exemple, fait que la moitié de l'eau avec laquelle on doit irriguer va s'évaporer. Et le climat extrême, les températures extrêmes, hein, fait que les coûts de production dans ces régions, elle est importante. Et puis, par exemple, dans le Sahara, parlons du Sahara Mhm. maghrébin, le Sahara maghrébin, il renferme l'une des plus grandes nappes au monde, là, bien, mais cette nappe ne se présente pas dans la même configuration du terrain, la physiologie du terrain. Il y a des zones où elle est profonde de 2 km, dans certaines zones où elle affleure, avec une température qui dépasse 60 degrés. Dans d'autres zones, elle est salée. Il ne suffit pas de dire qu'on a de l'eau qu'on va travailler. Donc, mais actuellement, nous assistons justement à une exploitation irrationnelle de cette eau qui fait que beaucoup de régions ont été, dans le sol, ont été détruites par le sel. On va assister D'accord. bientôt à une désertification qui provient de l'agriculture saharienne. À Almaria, par exemple, en Espagne, qui est une zone, le grenier de l'Europe, on commence à assister à un problème qui fait que la nappe a été rabattue, puis que le sel commence à infecter l'eau d'irrigation de ces régions-là. Donc, il n'y a pas une chose pour qu'elle s'inscrive dans la durabilité. Il faut respecter la nature. L'agriculture saharienne a toujours été une agriculture en étage, les oasis qui sont en étage. Mais maintenant, on apporte une agriculture intensive dans un contexte très fragile, sans prendre conscience ni sans prendre les précautions de ne pas détruire la structure du sol, sans prendre la précaution de ne pas tarer ses nappes. Il ne faut pas qu'on aille vers le sud comme une fuite en avant, comme le Far West. Et Mhm. là, on assiste justement, malheureusement, à une fuite vers le sud, d'autant plus que l'eau est gratuite, hein. Les subventions de l'État sont importantes, c'est bien l'État lui-même qui est en train de subventionner la quasi-totalité des investissements. Mais à nos yeux, les ressources hydriques doivent, en étant un moyen existentiel, doivent être encadrés avec des politiques rationnelles de sauvegarde de ces moyens d'existence, aussi bien le sol que l'eau. Donc l'agriculture saharienne, c'est possible, mais c'est une opportunité qu'il faut, qu'il faut encadrer et par rapport à laquelle il faut carrément mettre en place des politiques de sauvegarde de cet environnement. D'accord. Alors, une dernière question, Monsieur Moussouni. Avec les BRICS, la géopolitique mondiale est en train de changer complètement vers un monde multipolaire, multilatéral, promouvant des politiques d'entraide et de co-développement à l'instar du projet chinois de la route de la soie, ce qui tranche totalement avec les politiques d'asservissement occidental vendues aux pays africains sur le label de l'aide
au développement. Une aide au développement qui, depuis des décennies, n'a fait qu'accroître les problèmes de l'Afrique, défaillance de beaucoup d'États, corruption structurelle, famine et guerre civile et ethnique, ce qui fait, in fine, que cette aide au développement s'est au fur et à mesure transformée en aide militaire pour perpétuer le colonialisme, le néocolonialisme en réalité. Alors, Monsieur Moussouni, la Oui. coopération lancée dans le cadre des BRICS pourrait-elle servir de levier pour un changement de paradigme radical dans les pays africains, notamment auprès des jeunes qui aspirent à relever le défi du développement avec des partenaires fiables et sûrs? C'est possible. Bon, je retiens le mot paradigme. Je ne pense pas que ça soit vraiment un paradigme parce que le sous-développement de l'Afrique n'est pas un phénomène typiquement africain pour en faire un paradigme. C'est plutôt une conséquence logique du néocolonialisme qui s'est imposé aux pays africains ayant acquis leur indépendance, dont la dépendance des expulsions coloniales. On a acquis l'indépendance, dont la dépendance toujours en vigueur à ces puissances. Donc, les conséquences de tout ça ont fait que, bien entendu, le sous-développement a été entretenu à travers un ensemble de coopérations, euh, lesquelles coopérations qui, dans bien des cas, ont, ont servi à ces pays de sorte de syndrome de Hollande, entretenu avec les richesses du sous-sol. Vous voyez, le pétrole, l'uranium, l'or, le cobalt, le manganèse, toutes ces richesses du sous-sol ont été exploitées par les ex-colonies, les ex-métropoles coloniales, sans pour autant que le résultat de cette exploitation ne soit répercuté sur le pays. Au Niger, par exemple, on exploite l'uranium pour produire de l'électricité, alors que le Niger lui-même, 80%, je crois, de ses foyers ne sont pas alimentés en Oui, oui, électricité. absolument. Donc, cette situation a fait qu'il y a une nouvelle renaissance africaine. Et donc, nous assistons à l'émergence d'un certain nombre de pays, d'ailleurs, qui ne manqueront pas d'entraîner leurs homologues. Le cas de l'Éthiopie, le Togo, le Congo, qui produit de la poudre de lait, et tout ce qui s'ensuit. Ils vont entraîner assurément d'autres, mais à ce titre, il faut que les puissances du BRICS dont vous parlez doivent s'impliquer dans la danse en accompagnant justement cette marche forcée, qu'on peut appeler forcée, en l'accompagnant par rapport à des objectifs millénaires, dans une coopération saine. Et c'est tout ce qui peut rendre cette coopération durable. Et que l'Afrique dispose aussi bien de tous les moyens sur lesquels qu'il faut dépoussiérer pour les remettre en marche. Voilà ce que j'ai à vous dire et je vous remercie pour cette invitation. Je vous en prie. Donc, une dernière chose, parce que ce que vous dites est très important. Donc, et aussi ne pas refaire les mêmes erreurs que les Occidentaux, de domination que les Occidentaux, parce que les Africains, ils ont envie de tout, sauf de changer un maître par un autre, ou de changer une domination par une autre domination, ou une exploitation par une autre exploitation. Et pour ça, il y a, je crois, il me semble, il y a un élément très important, c'est celui que vous avez évoqué tout à l'heure, de transfert de savoir, de transfert de technologie, de Oui, penser à oui, promouvoir des projets de production locale, qu'elles soient agricoles ou industrielles, d'arrêter d'exploiter les matières premières africaines juste en tant que telles, en tant que matière première brute, et de penser à développer des choses qui vont permettre aux Africains d'avoir une plus-value plus importante par rapport à leurs richesses en faisant de la transformation localement. Qu'est-ce que vous en pensez? là, je peux rajouter un point. C'est que qu'est-ce qui fait que toute l'Afrique a le même mal? C'est que l'Afrique ne planifie pas ses productions, ne valorise pas la vocation de ce territoire, Mhm. n'a pas de mécanisme pour mettre en place des entreprises de production, qu'elles soient agricoles ou autres, pour un marché, produire pour un marché.
En Algérie, par exemple, on n'est pas en train de produire pour un marché parce qu'on produit n'importe comment. C'est pour cela que nous avons des prix qui augmentent euh, à 300% et puis une semaine après, les prix reviennent à 0%. Vous savez, cette incertitude sur le prix pose problème aussi bien pour l'État que pour le consommateur et elle mais est aussi pour le contre-productive. producteur. Et bien sûr, pour le producteur, oui, bien entendu. Et tout ça, c'est un mécanisme, c'est une situation qui ne peut, qui ne peut pas autoriser d'avancer positivement tant qu'on maintient cette anarchie et tant qu'on maintient une réglementation dépassée par les événements. D'accord. Akili Moussouni, je vous remercie pour tous ces éclairages et ces analyses que je dois avouer très pointues et très courageuses. Vous n'avez ménagé personne, mais ce que vous avez dit est tout à fait objectif et rationnel. Nous ne pouvons que vous l'accorder. J'espère vous retrouver dans les quelques... Je corrige un petit peu, si vous permettez, le nom du cabinet, c'est le cabinet CIE Expert Alger. CIE Expert Alger. D'accord. Voilà. Donc, j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.